Bonjour, et bienvenue sur la chaîne du philosophe Polysémie Sémantique, où on traite de documents inédits, et pour la plupart déclassifiés. Regardons les choses comme nous devons les voir, mais ici nous allons les regarder d'une autre façon, et ça commence maintenant. Bonjour, aujourd'hui nous allons revenir sur une histoire tragique qui selon moi cette catastrophe aurait pu être évitée, mais comme vous le savez, la Terre est dominée par une élite mondiale qui passe leur intérêt avant la nôtre, et en vérité nous ne savons pas quelles sont les véritables raisons, mais une chose est sûre pour ce qui concerne ce sujet, deux raisons sont possibles. La première raison serait pour maintenir un équilibre planétaire étant donné que certaines ressources se font rares, et que les spécialistes sont obligés d'élaborer de nouvelles techniques en laboratoire concernant ces ressources qui se font rares. Et l'autre raison serait le silence, tout simplement car quand ils sont pris de panique, ils peuvent réagir de différentes façons, soit devenir dangereux, soit profiter d'une situation de déstabilisation pour essayer de s'enrichir en mettant sa propre vie en danger, tout dépendant de la situation. Et maintenant rentrons dans le bref du sujet. La NASA nous ment et nous allons voir étape par étape comment la NASA et les médias ont divisé une situation pour en faire deux sujets. Alors regardons ces deux sujets et après on reviendra sur le sujet pour enfin mieux comprendre le mensonge. Le 26 décembre 2004 à 0h58 UTC, 7h58 heure locale à Jakarta et Bangkok, a eu lieu au large de l'île indonésienne de Sumatra un séisme d'une magnitude de 9,1 à 9,3. L'épicentre était situé à 03°30, 00, N096°00, 00, E3, 5,96. Ce tsunami avait dévasté l'Asie du Sud. C'est un tremblement de terre d'une magnitude de 9,1 à 9,3 qui a engendré ce raz de marée. Cette catastrophe a été une des plus lourdes en vie humaine. Le bilan officiel a fait état d'au minimum 222 000 victimes. Le tremblement de terre a eu lieu au large de l'île de Sumatra et a touché les côtes du Sri Lanka et du sud de l'Inde, le sud de la Thaïlande et l'île de Phuket. Un récent rapport du géophysicien John McCloskey de l'université de l'Ulster est très alarmant car l'équipe de scientifiques redoute un nouveau séisme suivi d'un tsunami dans la même zone, et je crois qu'on devrait toutes se poser la question pourquoi. Et c'est ce que j'ai fait, mais avant de répondre à cette question, regardons ceci de plus près. Le séisme du 26 décembre s'est produit 3 jours après un autre séisme de magnitude 8,1 dans une région océanique, au sud-ouest de la Nouvelle-Zélande, épicentre 50,15° S 160, 36° Est. De très nombreuses répliques du séisme du 26 décembre ont été enregistrées. Vous ne trouvez pas ça bizarre que les spécialistes ont utilisé le mot réplique? Bon, maintenant continuons. Pendant les mois qui ont suivi, une quarantaine de ces répliques ont dépassé la magnitude de 6, et ce que c'est moi où j'ai mal compris, une quarantaine de répliques ont dépassé la magnitude de 6, mais on parle de quoi au juste? Car ici on parle de magnitude sans préciser le mot séisme, mais ils se sont servis aisément du mot réplique, et non seulement ils font mention d'une quarantaine de séismes, mais dans cet article on ne fait jamais mention d'une quarantaine de séismes ressentis. Alors il est facile de comprendre que la NASA nous ment, car à force de nous mentir on remarque que des détails leur échappent, parce que d'un point de vue logique la Terre aurait tremblé pendant un peu plus d'1 an. Je crois que si ça aurait été le cas on l'aurait ressenti jusqu'à Montréal. Pour moi ça ne fait aucun sens. Bon, maintenant continuons. Parmi elles, 2 séismes de magnitude supérieure à 7 se sont produits au large des îles Nicobar. Le premier a eu lieu 4 heures après le séisme de magnitude 9, le second environ 7 mois plus tard le 24 juillet 2005. La zone de réplique correspond en gros à la zone de faille qui a rompu lors du tremblement de terre du 26 décembre.
Les mécanismes et la localisation des répliques montrent qu'elles se sont produites aussi bien sur le plan de faille principale du 26 décembre que sur les nombreuses failles secondaires qui l'entourent. En mars 2005, un séisme de magnitude 8,7 s'est produit un peu plus au sud, près de l'île de Nia. Il a rompu une autre partie de la zone de subduction, longue d'environ 300 km. Plus d'un an après, l'activité sismique continuait à être élevée dans cette zone. En mai 2006, une violente secousse de magnitude 6,8 ébranlait à nouveau Sumatra et l'île de Nia. Habituellement, on ne compte qu'un seul séisme de magnitude égale ou supérieure à 8 par an en moyenne. Et sachez qu'on parle ici d'astéroïdes quand on utilise le mot séisme et en moyenne il tomberait 8 astéroïdes par année et observez bien, ici les spécialistes ont l'air surpris même s'ils font mention de 5 séismes et quand je me suis mis à faire des recherches sur le sujet et j'ai pu lire que la NASA avait 14 astéroïdes enregistrés au mois de octobre 2004, dit-a-t-on maintenant vous demandez peut-être ce que signifie le nom Aton. Voici sa définition. Les astéroïdes Aton ont leur orbite située majoritairement à l'intérieur de l'orbite terrestre, et pourquoi la NASA fait mention malgré cette proximité dans le temps, ces deux séismes sont indépendants et rien n'indique qu'ils puissent être reliés mécaniquement. On peut noter, de façon plus anecdotique, que ce séisme s'est produit un an jour pour jour, à une heure près, après le séisme meurtrier de Bam en Iran, de magnitude 6,6 et où 30 000 personnes avaient trouvé la mort. Maintenant examinons tout ceci de plus près, si on se renseigne sur le sujet, chose que j'ai pris le temps de faire on peut voir que la NASA font mention d'une astéroïde nommée Apophis, nom de code 2004 MN4 fut observé pour la première fois le 19 juin 2004, depuis l'observatoire de Kitt Peak en Arizona, et 2004 MN4 a de nouveau été observé depuis l'Australie, le 18 décembre 2004, donc 7 mois s'est écoulé entre les deux observations, et logiquement un astéroïde ne pourrait pas se déplacer sur une distance de 7 mois, et être observé depuis un point A, et ensuite depuis un point B, et n'oubliez pas que la NASA avait fait mention d'un séisme le 26 décembre 2004, et qu'un autre séisme avait eu lieu le 24 juillet 2005, et c'est là que les choses deviennent de plus en plus bizarres. Apophis a été baptisé 2 fois, une fois sur 2004 Y25 et la deuxième fois sur 2004 MN4, alors que la Terre a été touchée par 2 séismes, sur une distance de 7 mois entre les deux, une astéroïde qui porte 2 noms, et une astéroïde observée sur une distance de 7 mois entre les deux, et non seulement un astéroïde a été découvert, le 11 mai 2004 et qui a été baptisé 2004 JG6, et un autre a été découvert le 15 mars 2004, et il a été baptisé 2004 FH, et un autre a aussi été découvert le 13 décembre 2004, et il a été baptisé 2004 XZ130 alors si mes calculs sont bons, on parle ici de 5 astéroïdes donc on retrouve ici les 5 mêmes séismes, qui avaient eu lieu et tout ceci n'est pas un hasard, et pour vous le prouver, une fois de plus regardez attentivement le geste que le sismatologue va faire pour expliquer un tsunami, regardez bien.
Maintenant passons à autre chose tout en restant dans le sujet de la NASA nous ment. Beaucoup de gens se posent la question est-ce que la NASA nous ment, pourquoi et dans quel but? Et pourtant il est très facile de comprendre, mais une fois qu'on comprend on revient au point de départ, mais j'ai l'impression que plus qu'on y pense plus qu'on tourne en rond et de façon générale la meilleure chose à faire, c'est toujours la façon la plus simple à faire. Et la seule logique possible à tout ceci, c'est le secret, c'est que le secret passe avant toute chose, et la seule chose qui tourne autour du secret c'est la division et cette même division qu'on retrouve à la base de notre civilisation, car depuis que le monde est monde une frontière nous sépare, et ce dans plusieurs catégories que ce soit de classe sociale ou économique. Et pas besoin d'aller bien loin, quand le Titanic a coulé les riches ont eu un avantage sur la classe moyenne par rapport au nombre de canaux, et maintenant prenons par exemple la guerre froide, où on nous met en tête qu'un jeu de secret et de compétition se joue entre deux nations, peut-être qu'on retrouve une forme de bavure, et si c'était la classe moyenne l'ennemi et que derrière le communiste ou l'américain peu importe l'ennemi vu aux cieux du monde l'ennemi était des deux côtés, peut-être que c'est nous qui se cachent derrière l'ennemi et ce même ennemi qu'on retrouve derrière cette barrière, et maintenant examinons une autre forme de barrière, pourquoi nous mettre dans la tête que des gens ont vécu sur la planète Mars, et que Mars porte les marques d'un profond canyon similaire à celui du Grand Canyon, et pourquoi qu'on comprend qu'il y a autant de similitudes entre le peuple hindou et le peuple allemand. Et ce que j'entends par là, c'est que Shiva selon les textes hindous, Shiva est le dieu de la destruction et à la fois le dieu de la création, et la création équivaut à une bombe nucléaire et une bombe nucléaire équivaut à une astéroïde, et pourquoi des écrits comme celle de la Bible par exemple où on fait mention de la bête, et qu'on la décrit comme étant Shiva mais qu'on a remplacé ses bras par des têtes et qu'on le nomme Satan et qu'on dit que c'est celui qu'on attend, et pourquoi qu'on décrit la naissance de Jésus comme étant quelque chose dans le ciel et ensuite Jésus propage une certaine bonne nouvelle à travers le monde, et quand Jésus trouve la mort logiquement on devrait arriver à la fin de la Bible, car il devrait être le centre d'intérêt de la Bible, mais la Bible se termine sur l'Apocalypse et souvenez-vous du film de Omen sorti au cinéma en 2006 au 6e mois du 6e jour. Et le film commence avec l'arrivée d'un astéroïde, et pourquoi autant de mystères autour de l'Atlantide, mais qui pour moi la seule logique à tout ceci, c'est que l'Atlantide serait la planète Mars car toutes les deux semblent impossibles car même si on voit des preuves de vie ancienne sur Mars, c'est dur d'y croire et qu'une civilisation ancienne vivait dans l'Atlantide c'est dur d'y croire. Et maintenant prenons le film Aquaman, à l'approche de conquérir la planète Mars on voit que l'Atlantide attend le retour de son roi ultime pour redonner vie au peuple atlante, et pendant le film on peut voir que la situation sur Terre se détériore, et quand je vois un peuple qui vit en dessous de l'eau et qu'un autre peuple vit en dehors de l'eau ça me fait penser au mot divisé. Et je ne peux m'empêcher de penser à la religion et la science, car j'y vois une sorte de conspiration qui a su s'adapter à toutes les époques et je crois que c'est important de le préciser, le Vatican possède son propre centre d'observation tout comme la NASA, et comme on peut voir dans le Seigneur des Anneaux, un anneau pour les gouverner tout car quand on prend une Bible on retrouve la base même de la science je m'explique, car seul le monde qui œuvre pour la science peuvent mieux comprendre leur façon de parler, et ce que j'entends par là, tous les scientifiques comme la Bible sont identiques à un gang de rue, j'explique chaque gang possède un signe de main qui l'identifie, et chaque gang de rue, tout comme le monde qui tourne autour du hip-hop trap gangsta rap possède leur propre langue, et c'est la raison pour laquelle que quand on regarde un documentaire scientifique de 45 minutes, au moins 20 minutes réparties en tranches de 5 minutes où on se sent perdu dans leur explication. Heureusement qu'on avait des images pour mieux comprendre et encore là pourquoi seulement des images de simulation chose que je trouve encore plus louche, mais ceci n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est un sujet sur lequel on devrait revenir plus tard, donc pour revenir à nos moutons. Prenons un terme fort utilisé en science que les médias ont abusé et vous vous demandez passer lequel,
Vous n'avez même pas une petite idée de celui que je veux parler. Ok, j'entends. Un donne la langue au chat. C'était l'alignement galactique, les amis. Et oui, cette supposée fin du monde que tout le monde se demandait et craignait. Mais qu'est-ce qui va se passer et quels sont les effets d'un alignement galactique? Ok, je crois qu'on mérite toute notre minute de vérité. Donc d'un point de vue logique, si c'est vrai tout ce qu'on retrouve dans l'espace, c'est impossible d'avoir un alignement galactique. Pour mieux comprendre ce que c'est un alignement galactique, en gros, si on prend le mot alignement, on retrouve le mot ligne, et si on se base sur l'axe de la Terre, on retrouve aussi une ligne, et souvenez-vous des prédictions de Nostradamus de 2012, qui selon moi n'étaient vraiment pas des prédictions de Nostradamus, mais plutôt un appel à la logique. Alors vous me voyez, désolé si j'ai brisé vos croyances envers Nostradamus. Bon, pour revenir sur ces fameuses prédictions, elle faisait mention de soulèvements de guerre et de changements, et laissait planer un doute sur ce qui pouvait arriver, mais qu'une chose était sûre d'arriver. Et laissez-moi vous expliquer tout ceci, et qui est tout à fait logique. Si on pense à l'alignement galactique, traduction du terme alignement galactique est en fait un changement d'axe. Regardons maintenant quels seraient les effets causés par un changement d'axe. En premier lieu, on retrouverait la fonte des glaciers, et ce n'est pas un secret bien gardé que la fonte des glaciers s'accélère. Des inondations sont à prévoir et j'entends par là des changements cruciaux, et ça a déjà commencé. Prenons par exemple les îles de Kiribati en Océanie, plus exactement dans l'océan Pacifique. Population 110 000 habitants sont menacés car l'île est située à 3 mètres à peine du niveau de la mer, et déjà 32 îlots des Kiribati ont déjà disparu sous l'eau. Le président était en pourparlers avec les Fidjiens pour leur racheter 2000 hectares, et il se trouve ici le fameux doute car ceci pourrait causer des guerres. Donc on retrouve ici le soulèvement et le changement, car une inondation pourrait déclencher une guerre qui nous ramènerait à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et sachez que si ces négociations aboutissent, les Kiribati seraient la première État à déménager dans son intégralité. Et dans la même situation on retrouve aussi les îles Carteret et les Maldives qui, avec la montée des mers, 80% des 1200 îles devraient disparaître d'ici la fin du siècle, et il n'aurait pas que les îles dites paradisiaques qui seraient touchées, mais aussi un village américain du nom de Shishmaref, établi en Alaska et qui est en pourparlers avec la Maison Blanche pour bénéficier des fonds réservés en cas de catastrophes naturelles telles que tornades et ouragans. Mais la fonte des glaciers n'avait encore jamais été intégrée à ces fonds. À croire ce qui se raconte, des fonds devraient être débloqués pour ce qui concerne la délocalisation et la localisation. Et maintenant passons vers le Canada, et à côté du Canada, il fait plus chaud au Groenland qu'en Europe et en Colombie-Britannique et au Yukon et en Alberta. La fonte des glaciers a engendré une montée des eaux et de la formation de déserts. Et tout en restant dans le sujet du désert, on dit que des traces de cocaïne a été retrouvées sur des momies, et l'Égypte était verdoyant avant l'alignement galactique et je cite avant celle de 2012, et personne ne sait quelle sorte de plante recouvrait l'Égypte. Donc selon ma théorie personnelle, ce n'est pas impossible que cette plante ait poussé en Égypte, car c'est impossible que des traces de cocaïne ont fait leur apparition dans des sarcophages à l'ère où on a fait la découverte des momies. C'est ici que se termine cet épisode. Au nom de la chaîne, je vous remercie, et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce vert ou blanc, peu importe, je vous laisse choisir la couleur de votre pouce. Merci encore et à la prochaine.